collègues et sans se connaître, sans se concerter, puisqu'on s'est découvert aujourd'hui, qui finalement sont venus labourer sur mes terres, ou moi je vais venir labourer sur les leurs. Enfin bon, il y a une continuité dans ce que je vais vous parler par rapport à ce qui a été dit. Et c'est plutôt bien. Donc ben voilà, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous et donc de vous exposer une méthodologie, comme on vient de le dire, une méthodologie qui me tient assez à cœur. Donc parce que j'essaie de la mettre en place depuis pas mal de temps, et puis donc je remercie Romain Bernard Mignot de m'avoir permis de l'approfondir un petit peu. Alors, cette méthodologie, donc, un petit sommaire, on va redéfinir qu'est-ce qu'apprendre. Je pense que c'est assez important, puisque apprendre, on utilise beaucoup ce terme, mais sans souvent le définir ou le redéfinir. Donc, un point d'interrogation, qu'est-ce qu'apprendre? Ensuite, une affirmation. Une affirmation. Ou apprendre, ça s'apprend. Et puis ensuite, on arrivera donc au cœur de la méthodologie, donc, et un lien entre l'apprendre et le comprendre. Et donc, pour terminer sur ce petit acrostiche du pacte, dont je laisse pour l'instant, je ne dévoile pas les termes. Alors, qu'est-ce qu'apprendre? Eh bien, apprendre, c'est inné. On apprend tout le temps, on apprend toujours, on est fait pour apprendre. L'être humain est fait pour apprendre. On ne peut pas concevoir quelqu'un de vivre sans apprendre. Ça, c'est, on apprend tout le temps, toujours. Apprendre est une nécessité vitale et une nécessité sociale. On apprend pour vivre, on apprend pour être avec les autres. Bon, donc on apprend tout le temps. Et on apprend dans deux situations. Une situation donc formelle, contraignante, contextualisée, on va dire, l'école. Et puis, une situation, donc, décontextualisée, informelle, non contraignante, qui est donc hors l'école, disons. L'école et hors l'école. Et ces deux situations sont nécessaires. On se construit avec ces deux situations, en contexte et décontextualisé. Les deux sont nécessaires pour la construction de la personne. Et bon, si l'une était prédominante, on a beaucoup axé sur l'école, en oubliant un petit peu qu'on apprend beaucoup par soi-même. L'élève arrive avec un savoir que l'on oublie souvent, sur lequel on oublie de s'appuyer. On a beaucoup utilisé cette situation de l'école. Peut-être que l'école est en train de se décontextualiser avec les outils numériques. Mais bon, ça c'est donc une autre chose. Enfin bon, c'est quand même important, mais on en reparlera un petit peu si on a le temps de le développer. Alors, apprendre. Apprendre, eh bien, c'est découvrir. L'enfant découvre le monde et l'apprend par ses cinq sens. On a parlé tout à l'heure, le collègue l'a dit, donc ses cinq sens. Donc on apprend avec ses cinq sens. L'enfant, ou l'apprenant, découvre le monde par son intelligence. Il découvre. Donc, l'importance de découvrir. Ensuite, on apprend en prenant du plaisir. On en a parlé tout à l'heure, c'est important. Alors, je citerai juste, parce que je suis prof de maths sciences, je crois que je me suis représenté, mais je vais le faire maintenant, en même temps. Je suis prof de maths sciences en lycée professionnel, donc j'enseigne des maths et donc de la physique-chimie. Et puis donc, il y a par exemple Einstein, qui fait partie des gens que je vénère un petit peu. Et Einstein parlait de la joie de la pensée. La joie de la pensée. Pour lui, ça a été le moteur dans toute sa vie de ses recherches. Et puis bon, ça lui a pas mal servi. Donc l'enfant prend du plaisir. Je n'ai pas pris les photos où il y a deux enfants souriants. Ça c'est comme ça. L'enfant prend du plaisir à apprendre à marcher. Et l'enfant, l'apprenant, peut prendre du plaisir, ou doit prendre du plaisir, doit, on en a parlé, on peut en reparler, donc en apprenant. Donc, deuxième grandeur, donc, prendre du plaisir. Ensuite, se mobiliser. Il y a aussi quelque chose d'oublié, c'est aussi prendre du plaisir, c'est la satisfaction de la réussite. D'accord. Si l'enfant réussit, eh bien, il prendra du plaisir à apprendre, il prendra du plaisir à apprendre, il réussira, etc. La réussite fait réussir.
Je pense que ça c'est important, de faire réussir les élèves et ne pas hésiter, alors sans démagogie, mais à mettre quelques bonnes notes en début d'année pour accrocher peut-être l'élève et faire que l'élève réussisse. On est en échec. Bon, donc prendre du plaisir. Ensuite se mobiliser. Se mobiliser, donc c'est l'attention, c'est la mobilisation, c'est la motivation. Les collègues en ont parlé avant. D'accord. Se préparer à l'action. L'enfant se mobilise. Bon, l'apprenant se mobilise sur son travail. Une mobilisation. C'est important la mobilisation, c'est la concentration, c'est la motivation, c'est la mobilisation. Tout ça, ce sont des termes fondamentaux dans l'enseignement. Si on n'a pas cette mobilisation, bon, il ne se passe pas grand-chose. Donc, chose importante, la mobilisation. Autre chose importante, les collègues aussi en ont parlé, c'est la confiance. L'enfant a confiance en sa maman. Il tient ses mains, il sait que si elle le lâche, elle est là pour le récupérer, pour l'aider. L'apprenant, c'est un petit peu la même chose. Il sait que son professeur est là pour l'aider. Donc si il est en confiance, si on a instauré donc un climat de confiance entre l'enseignant et puis l'apprenant, eh bien l'apprenant va faire confiance à l'enseignant et donc il va y avoir une relation, une mutualité entre les deux. Et donc, la même chose que l'enfant qui fait confiance à sa maman, l'apprenant va faire confiance à l'élève et donc va pouvoir apprendre et va pouvoir progresser. Donc, quelque chose d'extrêmement important, je pense, c'est la confiance. Ensuite, eh bien, c'est des erreurs et des essais. L'enfant peut tomber. Il va même tomber, ce qui est à peu près sûr. On n'apprend pas à marcher sans tomber. Mais il sait que sa maman est là, va lui redonner confiance, il va se relever et il va recommencer jusqu'à ce qu'il quitte complètement les bras de sa maman. Et puis, il vole de ses propres ailes, plutôt il marche de ses propres pieds. Eh bien, l'apprenant, c'est un petit peu la même chose. L'apprenant, donc, c'est que s'il se trompe, eh bien, son professeur peut le corriger. Il y a une relation de confiance. Il va demander à son professeur, va corriger, va reprendre l'exercice, va lui reproposer d'autres exercices, etc. Donc, essai et erreur, donc quelque chose aussi important dans autre grandeur qui intervient dans l'apprentissage, c'est l'interaction novice-expert. Donc, l'enfant est novice, la maman est l'expert, donc l'enfant apprend par l'intermédiaire de sa maman. L'apprenant, donc, et le novice, le professeur et l'expert, donc, une interaction entre les deux. Mais est-ce que, dans les deux cas, est-ce que le novice est toujours le professeur, est-ce que le novice est toujours l'apprenant ou l'enfant, l'expert, la maman et le professeur, ou est-ce qu'il n'y a pas, donc, interaction, est-ce qu'il n'y a pas aussi un échange entre le novice et l'expert? Sans doute, parce que l'enfant peut être expert dans certaines choses, notamment avec cet objet-là, et puis donc apprendre. Donc, importance de l'interaction. Apprendre, ça s'apprend. Apprendre, c'est s'approprier. On approprie donc selon 3 processus, donc définis en 3 mots. Le processus le plus important, c'est le premier, vous allez voir arriver la méthodologie, c'est un processus individuel. Construire et organiser ses connaissances par sa propre action, sa volonté. Donc quelques mots-clés, l'attitude, l'engagement, la mobilisation, se connaître, se projeter. S'il n'y a pas une individualisation face à l'apprentissage, il n'y a pas d'apprentissage. D'accord ? Une action, un engagement. Donc une relation individuelle. On ne crée pas une motivation, à mon avis, on crée une mobilisation, on peut mobiliser l'élève, on peut accompagner sa motivation. Je ne suis pas sûr qu'on crée une motivation. La motivation, elle arrive avec le travail. L'enseignant ne crée pas la motivation. Il peut créer un climat de mobilisation. C'est important, on en a parlé, j'ai entendu tout à l'heure parler de mobilisation et de motivation. Ce sont deux choses sur lesquelles on peut se pencher et approfondir. Le deuxième processus, c'est un processus socio-culturel. Agir et interagir. On n'apprend pas tout seul. On l'a vu avec la photographie précédente. Chacun a sa propre construction qu'il développe. Confronte à celle des autres ou pas, quand on est en échec. S'appuyer sur l'autre, donner autant que recevoir. Donc un processus socio-culturel.
Donc c'est l'interaction, on l'a vu tout à l'heure sur les deux diapositives précédentes. Et puis un processus de transformation ou j'ai mis transformation, puis après j'ai réfléchi, j'aurais plutôt mis d'évolution. On a un besoin d'évolution, d'un facteur temporel dont on parlera, une réflexion. On croule sous les données objectives que nous devons trier puis assimiler. L'enfant, l'adolescent, enfin, quel que soit son niveau, croule sous les informations, même les adultes. Et apprendre, c'est transformer des informations objectives en savoir subjectif. C'est la différence entre les savoirs et les informations. On a beaucoup de choses qui restent des informations et qui ne deviennent pas forcément des savoirs. Mais on n'a pas besoin que ça vienne des savoirs. Des choses peuvent rester des informations. Alors, on en arrive au cœur de cette méthodologie. Non, je ne suis pas trop en retard. J'ai oublié de minuter. Je suis un peu long. Bon, on va accélérer un petit peu. Donc, apprendre nécessite forcément de comprendre. Donc, vous avez vu, je vous ai parlé, expliqué les processus d'apprentissage. Donc, il y en a un important. Un processus important, c'est prendre. En fait, si on regarde bien, prendre, apprendre, comprendre, dérive d'une même racine. Vous avez prendre, vous avez prendre, vous avez prendre. Et en fait, vous avez deux préfixes. Le préfixe ap, qui donne une idée de rapprochement, et le préfixe comme, en latin cum, qui signifie avec. Donc prendre avec et s'approcher de prendre. Donc, avec ces réflexions-là, c'est donc l'idée qu'il existerait, ce qui a mijoté un petit peu dans mon esprit, et ce qui m'a fait arriver à cette méthodologie, c'est que prendre serait l'élément central, essentiel, prépondérant de l'apprentissage. Donc l'action de prendre entraînerait celle d'apprendre et de comprendre. Donc c'est la question que je me suis posée, que je vais vous soumettre, c'est donc, existe-t-il un sens à l'apprentissage? Est-ce que vraiment il n'y a pas le phénomène important de prendre, puis d'apprendre, puis on laisse un petit peu en retrait le comprendre? J'ai souvent noté ça, en discutant avec des collègues, que trop souvent, on termine son explication, on termine son cours en se retournant vers les élèves en disant « Avez-vous compris ?» Alors peut-être, en mon avis, on devrait éviter cette question-là, puisqu'elle vient souvent trop tôt. Donc, c'est donc le fondement de cette méthodologie. Alors cette méthodologie, donc j'ai utilisé l'acrostiche du mot pacte. Donc pacte, pourquoi? Parce que c'est vraiment un contrat de confiance avec l'élève. Et donc dans ce contrat de confiance, eh bien, on se concentre sur le prendre. D'accord? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc le prendre. Travailler la motivation, je vous disais, donc la motivation, je peux faire le terme mobilisation, bon, donc la motivation, la mobilisation, l'écoute des consignes, etc. L'élève doit être en phase avec ce qu'il va recevoir. En fait, c'est comme ça qu'est venue cette méthodologie, et comme je suis un petit peu en retard, je ne vais pas revenir sur... On en parlera un petit peu, sinon je risque de déborder. Donc, l'élément essentiel, et je vous montrerai après, c'est donc axé sur le prendre. Ensuite, l'apprendre. Depuis les années 50, en fait, la réflexion qui m'a conduite, c'est depuis Célestin Freinet. Célestin Freinet disait « Toute méthode est regrettable qui prétend faire boire le cheval qui n'a pas soif. Toute méthode est bonne qui ouvre l'appétit de savoir et aiguise le besoin puissant de travail. » C'était en 1950. C'était le début de sa réflexion, de sa pédagogie de Freinet. Et ça, c'est l'ICEM, parce que ça vient donc mis en exergue. Donc l'Institut coopératif de l'école moderne pédagogique Freinet. Donc, on insiste sur le prendre, sur l'apprendre, quitte à délaisser de comprendre. Voilà un petit peu. Et donc c'est un petit peu cette méthodologie. Donc elle est quelque part un petit peu choquante, parce que je préfère délaisser le comprendre. Pourquoi? Parce que le comprendre nécessite un temps d'incubation pour le discernement. Le comprendre nécessite que le cerveau ait le temps d'analyser, de comparer. Donc si on ne laisse pas au cerveau ce temps de décantation, il n'a pas le temps de digérer quelque chose.
Donc le comprendre, il est un petit peu laissé en retrait. On se concentre sur le prendre, l'apprendre, et on laisse le comprendre pour plus tard. Et puis donc, puisque c'était le mot pacte, eh bien donc j'ai réutilisé en petit clin d'œil, je parlais d'Einstein tout à l'heure, à l'espace-temps. Donc je dis temps-espace pour faire pacte, bien sûr. C'est que tout simplement, il faut laisser du temps au temps. Le temps de la compréhension que l'on utilise trop rapidement. Alors donc cette méthodologie, donc je propose à mes élèves. Je suis professeur de maths sciences en lycée professionnel, et donc surtout à des secondes, et puis à des classes de CAP. Donc je leur propose un contrat d'apprentissage quelque part. Donc ça entraîne une nouvelle méthode d'apprentissage qui les choque un petit peu au départ, puisque je leur dis ben, apprenez. Un premier temps, donc. Alors, je travaille beaucoup sur le prendre, puisque j'ai dit tout à l'heure, ce que mes deux collègues ont insisté tout à l'heure, la motivation. Donc, que l'élève soit en phase, donc à l'écoute, quitte à ce qu'il s'ennuie, et qu'il soit à l'écoute du professeur, qui est vraiment un échange, une relation entre un émetteur et un récepteur, c'est tout simplement ça. Qu'il apprenne, donc. En fait, je me suis rendu compte qu'avec des secondes professionnelles, eh bien, ça leur permettait de se restructurer, parce que je leur demande pas forcément de comprendre, je leur dis pas avez-vous compris, ou il faut impérativement que vous compreniez. Non, je leur dis d'apprendre, je les force à apprendre un petit peu, en quelque sorte. Et donc, ça leur permet de reprendre confiance. Parce que bon, ils arrivent en seconde professionnelle souvent déstructurés, parce qu'ils ont un parcours un petit peu chaotique, et donc la plupart du temps arrivent en disant oui, j'ai jamais rien compris aux mathématiques. Je leur ai dit c'est pas grave, si tu n'as rien compris, peut-être que c'est bien, parce qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas comprendre, donc parfois ça peut être positif de ne pas avoir compris. Et donc on retrouve une relation de confiance, une restructuration, une reprise de confiance des renseignants, et puis donc on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, je finis là-dessus, donc en accent sur le découvrir, le plaisir, puis l'interaction, donc une nouvelle forme d'apprentissage. Voilà, donc je leur fais pas signer un pacte, c'est un contrat de confiance, entre nous, et puis ça marche parce qu'ils prennent confiance, ils se disent le professeur est à mon écoute, le professeur est là pour m'aider, si je me trompe, il est là pour me reprendre, etc. Voilà, donc c'est une méthodologie du pacte. Merci de votre attention. Y a-t-il des... Oui, il y en a. Merci Patrick pour ton explication. Au final, ce que tu veux nous faire visiblement comprendre, c'est que pour utiliser par exemple la formule base fois hauteur divisé par 2, on l'apprend par cœur. Ouais, voilà. C'est ça, sans la comprendre, et on comprendra plus tard que ça vient d'autre part. Comme calculer une surface, au final, on apprend plus tard que c'est cathédrale. Tout à fait. On n'en a pas besoin au départ pour calculer, pour faire le simple calcul derrière. Oui, mais la réflexion est venue là, c'est d'avoir entendu, je me souviens d'un grand professeur qui enseignait à Polytechnique et qui un jour a avoué qu'il n'avait pas compris certaines théories qu'il enseignait. Et pourtant, il enseignait à Polytechnique, c'est quand même pas une petite école. Et un jour, il avait écrit ses mémoires, il était interviewé par un journaliste et il a dit écoutez, oui, moi je reconnais, il y a des tas de choses que je n'ai pas compris, ça ne m'a pas empêché de les appliquer. Donc c'est un petit peu ce que je dis à certains élèves, je dis le théorème de Pythagore, tu ne l'as pas compris, d'accord, c'est normal que tu ne l'aies pas compris, le théorème de Pythagore c'est quelque chose de très compliqué. On change de dimension, quand on élève quelque chose au carré, des deux côtés de l'angle droit et au carré, il y a l'hypoténuse au carré. Quand on élève au carré, on passe à une dimension 2, on passe à une surface. Et puis ensuite, le théorème de Pythagore, il est fait pour calculer une longueur. Donc d'une dimension 2, on revient à une dimension 1. Vous voyez, c'est une grande gymnastique. Avec la racine carrée, ça on ne peut pas l'expliquer aux élèves. Donc les élèves ne peuvent pas comprendre le théorème de Pythagore. Ils peuvent seulement le prendre et l'apprendre. Donc voilà cette méthodologie. Alors, y a-t-il d'autres questions ?
Le contrat que tu fais signer aux élèves, il est matérialisé ou c'est uniquement verbal ou... En général, il est verbal. Et je le fais signer, oui. C'est vrai. J'ai essayé, puis une fois, les élèves se sont engagés, puisque c'est un contrat, donc on signe un pacte, ils le signent, ils s'engagent à apprendre, ils s'engagent. Donc ça fait une interaction, tout à fait. Je ne le fais pas chaque année, mais je le fais. La plupart du temps, c'est verbal, et j'essaie de réanimer régulièrement, parce que les élèves oublient un petit peu cette méthode, et puis, alors, on reprend, et donc on essaie de retrouver cette insistance sur le prendre, c'est surtout ça, c'est la motivation, la mobilisation. Oui. Comment est-ce que vous avez évalué le fonctionnement de ce pacte? Alors, je n'ai pas vraiment évalué. Je m'aperçois qu'il marche parce que je sens l'évolution de certains élèves. Je vois des élèves qui arrivent en seconde professionnelle, par exemple, même si en fait la réflexion de ce pacte elle est venue avec du terminal S que j'avais avant dans une autre école. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais avec des secondes professionnelles, je m'aperçois qu'ils arrivent un petit peu déstructurés. Par l'orientation, par des tas de choses, donc manque de motivation, manque d'intérêt, je suis nul en maths, j'ai jamais compris les maths, moi, je prends les maths bien sûr parce que je suis prof de maths, donc j'ai jamais compris les maths, j'ai jamais compris, et je m'aperçois qu'au bout d'un semestre, parce qu'on travaille en semestre, je m'aperçois que tout doucement, ils reprennent confiance, le fait d'être près d'eux, de les accompagner quelque part, d'avoir cet échange comme j'ai montré dans ces deux diapositives, ils reprennent confiance et puis ils se disent, oui, finalement, peut-être que les maths, je peux les utiliser, c'est un outil finalement, les maths, je dis, prenez ça comme un outil, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, écoutez, c'est normal, moi aussi, il y a des tas de choses que je n'ai pas comprises, et pourtant, ça ne me gêne pas pour les enseigner. Donc, oubliez se comprendre, apprenez, faites l'effort, reprenez goût, on travaille là-dessus, sur la mobilisation, et puis je sens que tout doucement, et puis quand je les ai, alors ça dépend, des fois je les suis en première ou en terminale, je me rends compte qu'ils reprennent confiance. Ils reprennent confiance dans le travail, ils raccrochent sur le travail, et puis ma foi, c'est positif. Mais effectivement, il manque une étude un petit peu plus approfondie sur plusieurs cas, parce que je l'applique moi, mais j'ai pas de recul avec d'autres collègues, même si j'en ai parlé à d'autres collègues, ils ne l'appliquent pas vraiment. Oui, c'était. Voilà, c'est ça. Oui, pour répondre à votre question, j'ai pas vraiment de statistiques, je ne peux pas vous donner de statistiques. Pour moi, c'est un ressenti, mais je vous assure que ça marche. Les élèves aiment que l'on soit près d'eux, qu'ils aient un contrat. Ça les sécurise quelque part. Oui, donc du coup, le fait d'avoir ce contrat, c'est pas tant avoir se détacher de ce qu'on comprend pour apprendre, c'est vraiment lié dans cette relation avec le Oui, voilà, c'est une relation, c'est un pacte de confiance, mais aussi, je reviens régulièrement sur le fait d'éviter cet art de comprendre. Et quand je finis une explication, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas tout de suite « avez-vous compris ?» Je préfère les laisser décanter, revenir sur des exercices, et la notion, bien après, la notion de proportionnalité, par exemple, on dit « avez-vous compris la proportionnalité ?» La proportionnalité, si on n'est pas passé par la règle 3, si on n'est pas revenu à une unité qui vaut tant, on n'a pas compris la proportionnalité. On fait un calcul, ils appellent ça le produit en croix pour eux, mais voilà, ils l'appliquent. Donc, c'est une des méthodes, vous voyez, le produit en croix, vous l'utilisez, ça marche, vous faites les pourcentages, etc. Parce qu'on parlait de commerce tout à l'heure. Ils ont confiance, ils font le calcul, et puis enfin, ils se décrochent de ce vieux démon qui fait que